qui est le pire ennemi du joueur? Est-ce que c'est le boss X du jeu Y? Est-ce que c'est le prix d'un jeu AAA neuf? Est-ce que c'est le manque de sommeil? Même si oui, ce sont tous des bonnes réponses, c'est pas exactement celle que je recherche. Le pire ennemi du joueur, bien souvent, c'est le joueur. Et en tant que concepteur, créateur, designer de jeu, c'est votre rôle d'affronter cet ennemi-là. Pour le bien du joueur, bien sûr. Dans cette capsule, nous parlerons du pourquoi le joueur est son propre pire ennemi, puis nous parlerons des mécaniques visibles et invisibles qu'on peut utiliser pour protéger le joueur contre lui-même. Bonne écoute! Alors, pourquoi est-ce que je dis que le joueur est son propre pire ennemi? Lorsqu'on crée un jeu, on le fait généralement avec une certaine intention. Parfois, c'est de faire vivre une certaine aventure au joueur, parfois c'est de lui faire vivre une certaine émotion, et parfois c'est de lui procurer du plaisir avec une boucle de jouabilité qui risque de l'accrocher. Si on oublie pour un instant le principe de faire de l'argent, on peut dire que lorsqu'on crée un jeu, ou du moins des systèmes de jeu, on cherche à emmener le joueur à quelque part avec tout ça. Le problème, c'est que l'expérience que le designer cherche à créer pour le joueur, elle peut être très différente de celle que choisit le joueur. Parfois, c'est pour le mieux. Les joueurs trouvent une façon alternative d'avoir du plaisir avec le jeu, ce qui apporte même une plus longue durée de vie à l'expérience et attire peut-être plus l'attention qu'originalement prévu. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans d'autres cas, par contre, c'est l'inverse. Le joueur contourne l'expérience prévue par le designer pour gagner plus facilement, et ce, même si ça rend le jeu moins intéressant pour lui-même. Le designer de jeux vidéo Soren Johnson, dans son journal Designer Notes, a écrit Given the opportunity, players will optimize the fun out of a game. Ou en français, lorsque l'opportunité lui est présentée, le joueur va optimiser le plaisir jusqu'à l'éliminer du jeu. Un joueur, et c'est très réductif de dire ça, je sais, même si la comparaison est valide, c'est un peu comme de l'électricité. Ça va toujours chercher le moyen avec le moins de résistance, le moyen le plus facile de se rendre à son objectif. Pourtant, et ça c'est le cas pour la grande majorité des jeux, le jeu est à son meilleur, à son plus intéressant lorsque le joueur prend des risques. Un risque, oui, ça peut vouloir dire l'échec, mais ça peut aussi vouloir dire un grand triomphe lorsque le risque fonctionne, ainsi qu'un plus grand défi pour réussir la tâche ciblée. Les joueurs, trop souvent, favorisent une approche qui mène facilement à la réussite, qui prend moins de risques, même si ces approches-là nécessitent des méthodes qui sont généralement considérées comme peu intéressantes, comme faire un détour, grinder pour un certain niveau ou une certaine arme, etc. Je dois dire, je suis moi-même coupable d'avoir fait ça dans bien des jeux. Le rôle de designer de jeu, c'est de trouver des façons pour éviter, autant que possible, que le joueur se place lui-même dans une position où le plaisir est éliminé du jeu. Mark Rosewater, le designer en chef de Magic the Gathering depuis 2003, a dit lors de la conférence GDC 2016 It's not the player's job to find the fun, it's the designer's job to put the fun in a place where the player can't help but find it. Ou en français, c'est pas le rôle du joueur de trouver le plaisir, c'est le rôle du designer de placer le plaisir à un endroit où le joueur n'a pas d'autre choix que de le trouver. Autrement dit, on doit, en tant que les créateurs de nos jeux, de nos expériences, s'assurer de protéger les joueurs contre eux-mêmes. Et pour ce faire, on peut utiliser deux types de mécaniques, des mécaniques visibles et des mécaniques invisibles. Une mécanique visible, c'est une mécanique qui est mise en place pour orienter le joueur dans une certaine direction, dans la direction prévue par le designer, sans le forcer et pour laquelle le joueur connaît l'existence. Et quand je dis orienter le joueur dans une certaine direction, je ne veux pas dire littéralement dans le sens de va par là, joueur. Non, je veux dire dans le sens de lui faire vivre l'expérience souhaitée. Le but, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est de rendre le jeu plus intéressant pour lui, et donc de le dissuader d'agir d'une façon qui serait nuisible pour son propre plaisir. Il faut comprendre d'abord que le joueur n'agit pas nécessairement de cette façon consciemment. Il ne fait pas exprès de gâcher sa propre expérience. C'est normal pour nous de vouloir agir plus prudemment. En tant que designer, on peut donc choisir de le dissuader de ne pas suivre l'expérience voulue, ou on peut aussi l'inciter à suivre l'expérience voulue. Les deux se ressemblent, mais ont une distinction importante. D'entrée de jeu, je pense que c'est important de dire que de forcer le joueur à faire quoi que ce soit, c'est rarement une bonne idée. Le jeu vidéo, c'est amusant parce qu'on a une certaine liberté d'action, parce qu'on peut choisir ce qu'on fait. Ceci dit,
Le designer peut choisir, sans nécessairement forcer le joueur, de le punir lorsqu'il ne suit pas la ligne directrice prévue, de façon à le pousser à le faire. Un exemple de ça, c'est n'importe quel jeu où il y a un chronomètre ou une sorte de limite temporelle. Que ce soit Dead Rising avec le chronomètre de 72 heures pour finir le jeu, ou XCOM avec le nombre de tours, le but est le même. Forcer le joueur à prendre des risques et des décisions, plutôt que de la jouer safe et d'essayer de tout faire, pour rendre le jeu plus excitant. Cette méthode fonctionne, oui, mais est aussi souvent mal vue par les joueurs, qui n'aiment pas nécessairement être limités. D'autres jeux, comme la série Hitman par exemple, punissent les joueurs différemment et de façon plus subtile. Dans Hitman, l'utilisation de la furtivité pour éliminer ses cibles est clairement la façon souhaitée par les développeurs pour accomplir les niveaux. Pourtant, rien n'empêche le joueur de décider d'apporter une grosse mitrailleuse et de tirer dans le tas. Plutôt que d'avoir un échec instantané, le jeu dissuade le joueur d'agir d'une telle façon en rendant le personnage peu résistant aux balles. Le personnage meurt relativement rapidement en situation de combat, ce qui favorise plutôt l'approche furtive. Ça, c'est aussi juste plus réaliste comme ça, bien sûr. A l'inverse, plutôt que de punir le joueur qui la joue trop safe, on peut décider de récompenser les joueurs qui jouent de la façon souhaitée, afin de créer une incitation. La carotte plutôt que le bâton. Dans Splinter Cell Blacklist, par exemple, le joueur est récompensé par un système de points lorsque celui-ci respecte le style de gameplay qu'il aura choisi pour lui-même, que ce soit une approche furtive ou non. Dans Control, le joueur est incité à se déplacer constamment et charger vers l'ennemi pour récupérer des points de vie, puisque la seule façon de se guérir est en récupérant des petits cubes qui tombent au sol lorsque l'ennemi est éliminé. Ainsi, le joueur ne peut pas rester sur place ou rester trop longtemps caché. La même approche est utilisée dans les jeux Doom modernes, avec le système de Glory Kills. Les Glory Kills, qui ne sont exécutables que par une attaque de proximité, forcent le joueur à constamment foncer vers ses ennemis pour faire ce type d'attaque-là. Le joueur est ensuite récompensé en obtenant des points de vie. Parfois, les joueurs ne deviennent pas leur propre ennemi volontairement. Bon, ok, ils ne deviennent jamais vraiment leur propre ennemi volontairement, mais parfois ils le font carrément par erreur, en faisant des coquilles de manipulation ou encore en prenant des mauvaises décisions. L'erreur est humaine, et parfois, lorsqu'elle est trop conséquente, elle peut mener à du découragement ou de la frustration, ce qui nuit à l'expérience de jeu. En tant que développeur, on peut aussi utiliser des méthodes, cette fois cachées, pour rendre l'expérience plus agréable et réduire l'importance de ces erreurs-là, en donnant l'impression au joueur qu'il surmonte lui-même ses problèmes comme un grand. N'oublions pas, le but d'un jeu vidéo est ultimement le plaisir. On souhaite que le joueur s'amuse. Quelque chose qui peut nuire à ce plaisir, c'est le sentiment d'injustice, qu'on n'avait aucune chance de réussir ou encore qu'on aurait dû réussir mais que ça n'a pas été le cas. Plusieurs jeux optent donc d'utiliser des mécaniques secrètes, cachées, qui techniquement ne sont pas justes, mais qui aident subtilement le joueur à atteindre son objectif comme un léger vent dans son dos. Un exemple très commun de mécanique invisible qui cherche à conserver un sentiment de justice et de plaisir, c'est la mécanique qu'on appelle le rubber banding. Cette mécanique, qu'on retrouve dans les jeux de course, permet aux joueurs qui sont dans les dernières positions d'aller un peu plus vite, alors qu'elle force les joueurs en première position, trop loin en avant, d'aller un peu moins vite. Le but, c'est de placer tout le monde plus proche du tas, puisque le vrai plaisir d'un jeu de course provient de cette zone-là, où les dépassements sont fréquents et les manœuvres sont plus réalisables. Bon, ok, ça c'est plus ou moins une mécanique invisible, parce que rendu où on en est, c'est un vrai secret de polichinelle, mais a priori, ça a commencé comme une mécanique invisible. Un autre exemple assez fréquent, cette fois dans les jeux de plateforme, c'est ce qu'on appelle communément le Coyote Time. Le Coyote Time, c'est une mécanique qui permet aux joueurs d'un jeu de plateforme d'effectuer un saut à la dernière minute, et ce, même si ses pieds ne touchent plus au sol et qu'il a déjà commencé sa chute vers le vide. Le but, c'est de donner une dernière chance aux joueurs en prenant en considération le fait que le temps de réaction humain n'y est pas tip-top, et que parfois il se retrouve à être trop lent pour réagir à temps aux exigences d'un jeu de plateforme. Les jeux de Rayman, notamment,
sont bien connus pour leur utilisation du Coyote Time. Dans plusieurs jeux de tir, FPS ou TPS, une mécanique invisible existe pour protéger les joueurs contre un sentiment d'injustice très commun dans un jeu du genre, les tirs de par en arrière. Je parle ici bien sûr des jeux solo, pas multijoueurs. Dans un jeu de tir, ça peut être très frustrant de se faire canarder par en arrière. Tu vois les ennemis devant toi, tu les attaques, ne réalisant pas qu'un autre s'est glissé par le côté et s'est maintenant positionné derrière toi. Bien des jeux réduisent ou même éliminent cette situation en empêchant carrément les ennemis derrière le joueur de l'attaquer, ou parfois simplement en réduisant les dégâts reçus par le joueur lorsque l'impact est derrière lui. Pour finir, une dernière mécanique invisible pour la route, c'est dans les jeux qui utilisent des statistiques en pourcentage, comme les jeux XCOM. Les personnes qui ont déjà joué à XCOM le savent, 80% de chances de réussite sur un tir ne signifie pas nécessairement que le tir va être réussi. Les chances sont bonnes, mais pas parfaites. Ce que beaucoup ne savent pas, par contre, c'est que ces pourcentages nous mentent. Et oui, les développeurs, en faisant tester leur jeu, ont rapidement réalisé que la perception des statistiques et la réalité des statistiques sont deux choses bien différentes. Ainsi, ils ont dû truquer les chiffres pour rapprocher le résultat des jets statistiques de ce qui est attendu par le joueur, et non ce qui devrait se produire d'un point de vue purement mathématique. Par exemple, un jet de réussite de 50%. Dans la vraie vie, on pourrait jouer à pile ou face, jeu où chaque côté de la pièce a 50% de chance d'atterrir sur le dessus, et obtenir face 15 fois de suite. C'est possible. Pourtant, pour plusieurs, une chance de 50% signifie que si le jet échoue une fois, il va probablement réussir la prochaine fois. C'est donc ce que les développeurs d'XCOM ont prévu avec leur mécanique cachée. Les statistiques du jeu sont truquées pour donner une illusion de justice statistique, alors qu'en réalité ce jet de 50% pourrait très facilement échouer 5 fois de suite. Bref, je pense avoir donné suffisamment d'exemples sur le sujet. Ceci dit, chaque jeu est différent et va donc nécessiter ses propres solutions pour pouvoir assurer ou du moins favoriser l'obtention du plaisir par le joueur. Une grosse partie du contenu de cette vidéo existe grâce à la conférence Good Game Design is Like a Magic Trick de Jennifer Shirl, donnée au GDC 2018. Si vous comprenez adéquatement l'anglais, je vous invite fortement à aller écouter cette conférence-là. C'est 1 heure, mais la conférence est fascinante et elle donne plein d'exemples de mécanismes de protection. Ça en vaut vraiment la peine. Le lien pour aller écouter la conférence va être dans la description de cette capsule. Sinon, je vais vous donner mes sources pour cette capsule, les voici. Bien sûr, la conférence Good Game Design is Like a Magic Trick de Jennifer Shirl, donnée à l'événement GDC en 2018, disponible en rediffusion en ligne sur le site gdcvault.com. L'article Design en jeu par Thomas Thibault, publié en février 2020 sur le site collectifbam.fr, et puis l'article How Games Protect the Players from Themselves par Ben Kuchera, publié en octobre 2017 sur le site polygon.com. Merci pour votre précieuse écoute, à la prochaine.